Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Bureau national des réserves alimentaires, grenier de la nouvelle capitale, dans la 5e rangée à l'est de la rue Verticale, au nord de la cité de Ruilo. Les impôts payés en millets et en riz proviennent de 8 districts. 6 juin, les noms des responsables de 4 niveaux. En 605, Yang Di, empereur de la dynastie Sui, s'installe dans la nouvelle capitale, Luoyang. Il fait draguer les rivières et construire le grand canal pour transporter à Luoyang les ressources matérielles des plaines du nord et des régions littorales du sud-est. L'année suivante, lors du 12e mois lunaire, le grenier Huiluo est construit au nord de Luoyang. À l'ère agricole, les impôts étaient payés en nature avec des céréales, des produits textiles, etc. Les greniers locaux permanents recevaient les céréales. Les céréales collectées le long du Grand Canal étaient transportées à Luoyang. Selon les historiens, le grenier Huilo était utilisé comme grenier national de la dynastie Sui. Plus de 1000 ans plus tard, les archéologues, après avoir dégagé 1000 couches de boue sédimentaire, ont finalement retrouvé sa structure. Les ouvriers creusaient un silo rond à l'intérieur d'un contour de base damé, battaient la paroi pour la compacter, puis la séchaient au feu. Ensuite, ils y appliquaient une couche imperméable de kaolin, des planches de bois et des nattes de bambou, de sorte que les céréales stockées ne moisissent pas à cause de l'humidité. Ainsi, le millet pouvait être conservé jusqu'à 9 ans. Dans ce silo étaient stockées environ 275 tonnes de millet. Les 12 responsables des différents niveaux ont tous laissé leur nom pour l'inspection. L'emplacement du silo, les espèces de céréales stockées, la date de leur entrée dans le grenier, leur quantité et leur origine respective étaient inscrits sur une brique scellée sur le sol. À la sortie des céréales, on vérifiait ces informations avant de se débarrasser de la brique. Dans ce grenier installé dans d'immenses champs, on connaissait l'origine et la destination de chaque grain de riz. Le grenier Huilo contenait 700 silos qui étaient situés à 10 mètres les uns des autres. 2 allées en forme de croix divisaient le terrain en 4 parties. Entre les silos est et les silos ouest se trouvaient les bureaux de l'administration. Le grenier Huilo était quasiment parfait. Pourtant, il avait un défaut tactique fatal. Il était situé en dehors des remparts de Luoyang. À chaque guerre, cette grande quantité de céréales était la cible des pillages. Conscients de cette faiblesse, les Tang ont construit le premier Hanjia à l'intérieur de la ville. Celui-ci contenait plus de 400 silos qui sont restés en service jusqu'à la dynastie Song. Dans le silo numéro 160 du grenier Hanjia, lors de fouilles archéologiques en 1971, des grains de millet ont été trouvés. Bien que carbonisés, leur teneur en substances organiques était encore supérieure à 50%, grâce à la structure scientifique du silo. À l'époque, ce silo avait été rempli d'environ 250 tonnes de millet, l'équivalent de la production annuelle de 1000 paysans et pouvant suffire à nourrir des milliers de personnes pendant 1 an. Je me souviens qu'à l'apogée de l'ère Kaiyuan, même les petites villes pouvaient contenir 10 000 foyers. Les récoltes étaient abondantes, les greniers publics et privés étaient tous remplis. En l'an 8 de l'ère Tianbao, les réserves du grenier Hanjia représentaient 46% des réserves totales des greniers publics du pays. À Luoyang, capitale est des dynasties Sui et Tang, le grenier Hanjia exerçait les fonctions de grenier national. Les impôts étaient payés en nature. Il en était de même pour les salaires des fonctionnaires du pays qui provenaient de leurs greniers régionaux. Les silos souterrains et le système de récupération, de stockage et de transport ont jeté les bases de la stabilité de la capitale, du bon fonctionnement de l'État et de la prospérité du pays. Vous avez un nouveau message envoyé du passé.
En l'an 12 de l'ère Keyuan de la dynastie Tang, une initiative d'infrastructure a été lancée en tant que stratégie nationale. Il s'agissait d'un projet coûteux qui a exploité les 4/5 de la production nationale de fer de l'époque, soit environ 1100 tonnes. Voici les taureaux de fer du fleuve Jaune qui ont servi de pieux au pont flottant de Pochendo. Le pont flottant de Pochendo n'est pas connu de tous aujourd'hui, mais sous la dynastie Tang, il constituait le point de transport vital dans tout le pays. Le sel du Hotong, le fer du Shanxi, les grains du Guangdong et les troupes gardant la capitale et ses environs se croisaient ici. Par conséquent, les pieux de ce pont flottant étaient d'une importance primordiale. Le pont flotte sur la rivière et le point d'appui principal est le pieu installé sur la berge. Sous le sol a été enterrée la puissance nationale de l'Empire Tang. Les 6 piliers de fer ont été ancrés fermement dans le sol. Ils ont été implantés avec une certaine inclinaison. Voilà un exemple de la loi de Newton. La gravité du taureau de fer et la force de traction du pont flottant produisent une plus grande résultante de force. Plus la force de traction est grande, plus le pilier de fer s'enfonce dans le sol et plus le pieu est solide. Une conception impressionnante. Aujourd'hui, nous savons que l'action est égale et opposée à la réaction. À cette époque-là, pour faire de ce projet d'architecture surprenant une réalité, il a fallu faire appel aux ingénieurs des chaussées de l'Empire Tang. Un grand nombre de pierres ont été disposées autour des piliers d'ancrage. Lorsque ceux-ci s'enfoncent, les pierres s'élèvent en enveloppant étroitement les piliers d'ancrage. Ainsi, l'ouvrage tout entier pouvait se mouvoir dans une limite raisonnable sans être perturbé par la puissance instantanée du fleuve Jaune. La construction des taureaux de fer du fleuve Jaune, qui a requis des connaissances et techniques en métallurgie, mécanique, architecture et ingénierie des chaussées, s'est avérée très efficace. Elle a assuré la sécurité du pont flottant de Pochendo pendant 500 ans. En raison du changement de cours du fleuve Jaune, les taureaux de fer ont fini par être submergés par la vase. Selon les normes de constructions internationales actuelles, la durée de vie d'un pont devrait être supérieure à 75 voire 100 ans. Aujourd'hui, 1300 ans plus tard, la structure de contrainte des taureaux de fer du fleuve Jaune en tant qu'ancre de pont est restée intacte. C'est 13 fois plus que la norme moderne. Il est impossible de connaître le nombre exact de personnes de la dynastie Tang qui ont emprunté ce pont flottant en ressentant la pression des vagues déferlantes du fleuve Jaune sous leurs pieds. Nous ne savons pas non plus combien d'érudits, de soldats et de marchands venus à Chang'an s'y sont demandé comment l'Empire Tang est devenu aussi puissant et prospère. Aujourd'hui, nous comparons les gens aux taureaux pour décrire leur entêtement. La comparaison est aussi utilisée pour complimenter quelqu'un envers qui on éprouve de l'admiration. Il se pourrait bien que les taureaux de fer du fleuve Jaune soient ceux qui ont travaillé le plus durement dans le monde. Entraînant des chaînes de fer, ils ont étayé le pont flottant de Pochendo. Ils ont été les témoins du changement de cours du fleuve Jaune. Le temps passe, les taureaux de fer veillent silencieusement sur la rive, accompagnés par les courants incessants du fleuve Jaune. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Les mers se videront et la roche s'effritera.
Telle a été l'image la plus lointaine que nous avions du temps. Nous avons gravé des mots sur la pierre dans l'espoir que celle-ci emporte nos histoires à travers le temps. Dans cette cour, au pied de la muraille sud de la ville de Xi'an, sont conservées des milliers de stèles précieuses datant de la dynastie des Han de l'Est et formant ensemble la forêt de stèles. Chacune de ces stèles est comme une porte du temps. L'inscription faite de caractères chinois raconte le récit de la Genèse provenant de la Bible. Aloha fait référence à Dieu, Jéhovah. Le dimanche 4 février 781, dans le quartier Yining de Chang'an, la capitale. Au sein de la première église de l'histoire chinoise, Daqin, une stèle fut érigée, en haut de laquelle se dressent des dragons chinois autour d'une croix chrétienne sur des fleurs de lys et des nuages volants. Sous la croix se trouve l'inscription en chinois « Monument commémorant la propagation de la religion Jinjiao de Daqin dans l'Empire du Milieu ». La religion Jinjiao, soit le nestorianisme, est une doctrine séparée du christianisme primitif au 5e siècle. Elle trouve son origine dans la partie orientale de l'Empire romain, qui, dans les écritures des dynasties Han et Tang, est appelée Daqin. L'inscription sur la stèle contient 1780 caractères chinois, écrits dans le style régulier, constituant un chef-d'œuvre de la calligraphie chinoise. Elle comporte aussi 21 lignes en syriaque. L'inscription commence par louer Dieu et expliquer la doctrine. Elle raconte ensuite les 146 ans d'histoire du nestorianisme sous la dynastie Tang. En 635, le chancelier Fang Xuanling, sous l'ordre de l'empereur Taizong, attendait Alopen, prêtre nestorien originaire de Perse. L'empire Tang, à l'esprit ouvert, accueillait les diverses explications du monde. Avec le taoïsme local et le bouddhisme, l'islamisme, le zoroastrisme et le manichéisme, le nestorianisme enrichit encore davantage la représentation de la vie lors de la dynastie Tang. Alopen et ses compagnons ont été autorisés à traduire la Bible dans la bibliothèque impériale. Le christianisme nestorien nouvellement arrivé en Chine a très vite reçu un nouveau nom, celui de Jinjiao, ou la religion de la lumière. Ce texte a été alligraphié par Lu Xuyan, rédigé par Jinjing, perse qui vivait à Chang'an depuis son enfance. Pour faciliter la compréhension pour les Tang, il a emprunté beaucoup de concepts chinois. L'église est appelée temple et il fait référence au clergé en parlant de moines. La stèle nestorienne de Xi'an est une clé précieuse pour connaître l'évolution de cette vieille doctrine religieuse. C'est aussi une porte du temps, témoin des échanges entre les civilisations. Le caractère Jing a été témoin d'une dynastie Tang lumineuse. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Chers visiteurs, notre musée va bientôt fermer ses portes. Assurez-vous d'emporter tous vos biens quand vous partez. Merci de votre visite.
Je m'appelle Guo Wenzhe, clerc au district de Gaochang du département de Shizhou. Je suis chargé de la transmission des écrits officiels et du contrôle des instruments juridiques. Mais les gens me surnomment aussi l'encyclopédie de Gaochang. L'encyclopédie! Je sais tout de la route de la soie, le pèlerinage de Xuanzang, la pérégrination vers l'ouest, Tourfan, bref, tout ce qui concerne Gaochang peut faire fureur. Tiens, qui est en train de jouer la mélodie du chant fauvette du printemps devenu populaire à Chang'an? Eh, regardez cette dame portant du maquillage rouge. C'est la célèbre danseuse de Gaochang, une star internationale. Mesdames et messieurs, détendez-vous. Chaque jour, l'ouverture du bazar de Gaochang s'accompagne de 200 battements de tambour. Nous sommes dans un véritable super bazar international. Venez voir, de la soie authentique venant de Zhejiang, dans le Sichuan. Des délices à ne pas rater. Des raisins secs de Gaochang à prix intéressant. Venez voir les fourrures rares de Perse. Avec ces bottes en fourrure de chameau, vous serez assurément l'homme le plus beau de cette rue, et même de toute la ville. Lisan, arrêtez-vous. On dit que Lisa, venu de Chang'an, faisait du commerce avec un étranger. Mais plus tard, ce dernier a curieusement disparu. Quoi? Certains disent que Lisa l'a assassiné pour de l'argent. Il avait emprunté plus de 200 rouleaux de soie à Cao Talan, mais il ne les a jamais rendus. Un jour, Lisa m'a dit que Xiao Talan voulait vendre ses articles plus loin vers l'ouest. Ils se sont donc séparés dans la ville de Gongju. Le clerc est là. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Arrêtez. Monsieur Guo, vous devez rendre la justice à mon frère. Voici la reconnaissance de dette de Lisan. Lisan, avez-vous des contre-preuves? Quand j'ai dit au revoir à Cao Dalang dans la ville de Gonghue, les coursiers du protectorat d'Annecy étaient aussi là. Ils peuvent témoigner en ma faveur. Dans ce cas, je vais voir si vous avez menti ou pas. Cao Erlang, voici des documents officiels du protectorat d'Annecy. Il y est noté qu'ils se sont effectivement séparés ce jour-là. Selon la loi des Tang, toute personne ayant emprunté plus de 100 rouleaux de tissu sans les rendre sera soumise à une sévère punition. Une sévère punition! Je vais rendre les 275 rouleaux de soie que j'ai empruntés. Sous la dynastie Tang, les étrangers et les Tang devaient tous respecter la loi des Tang. C'est grâce à une loi rigoureuse comme fondement et à des fonctionnaires comme moi qui contrôlent strictement son application que la dynastie Tang a pu connaître sa prospérité. Le litige entre Cao Erlang et Lisan sera fidèlement retranscrit. À leur expiration, les documents n'ont pas été jetés pour autant, parce que le papier était précieux à l'époque. Il fallait donc le recycler. Ils sont découpés et pliés sous forme de chaussures, de chapeaux et même de cercueils en papier pour être enterrés avec les défunts. Ainsi, des récits d'événements ayant eu lieu à Gaochang, importants ou pas, ont pu être conservés jusqu'à nos jours dans les tombes d'Astana, sous un climat aride. L'espace et le temps des contrées occidentales de la dynastie Tang ont été pliés et sont conservés près de la montagne de feu. Ce qui était un simple mot dans le passé devient une énigme au présent. De grands événements insignifiants et de petites choses bouleversantes. Ainsi est faite l'histoire d'Astana. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Ce chameau regarde le ciel. Il a la bouche ouverte et le bout de sa langue recourbé vers le haut semble trembler pour émettre des sons, pour chanter. Une plateforme, placée sur ses bosses, supporte un orchestre miniature de 8 personnes. Les bosses font office de scène mobile. Cette figurine a été déterrée en 1959 d'une tombe de la dynastie Tang à Xi'an,
C'est une œuvre 3 couleurs de grande qualité. Il s'agit d'une céramique à glaçure plombifère obtenue à basse température. Des oxydes métalliques contenant du cuivre, du fer, du cobalt et d'autres éléments sont ajoutés à la glaçure colorée. Au cours du processus de cuisson, une variété de couleurs se forme, dont 3 couleurs pures visibles se distinguent. Ces céramiques sont ainsi appelées 3 couleurs ou sansai en chinois. Les céramiques 3 couleurs étaient des objets funéraires utilisés lors des somptueuses funérailles de l'âge d'or de la dynastie Tang. Grâce à ces magnifiques couleurs, cet art est devenu un symbole de cette dynastie. Sous la dynastie Tang, les chameaux venaient des contrées occidentales avec du bon vin et des pierres précieuses, ainsi que des instruments de musique, des mélodies et des chants à la mode. Un tapis à motif de losange est posé sur le dos d'un grand chameau. Les 7 musiciens portent des foulards et des tuniques à col rond et à manches étroites. Tournés vers l'extérieur, ils sont assis en tailleur et jouent avec passion. Parmi les instruments joués, il y a les castagnettes, un instrument à percussion produisant des sons cristallins. Le pipa, l'instrument de musique principal dont les cordes les plus grosses résonnent telle une pluie soudaine et les plus fines comme un chuchotement. La flûte de Pan, possédant la forme d'une aile de phénix, les sons qu'elle produit sont purs comme des nuages sous le vent. La flûte traversière en bambou avec ses notes mélodieuses. Le xiao, flûte de bambou verticale et ses sons flottants et à grande portée. Le gonghao, la harpe chinoise dont la musique est capable de chasser la froideur dans la cité impériale et de captiver le cœur des dieux. Le sheng, l'orgue à bouche chinois dont la charmante mélodie fait penser au chant des grues. Entourée des instrumentistes, une femme portant un chignon à la mode de la dynastie Tang tient sa main droite devant elle, le bras gauche le long du corps. Ses lèvres sont entr'ouvertes, comme si elle chantait. Durant sa période la plus prospère, la dynastie Tang était à l'image d'un monde brillant et diversifié. L'empereur Xuanzong des Tang a mis en place des institutions d'enseignement musical, donnant une nouvelle dynamique à la cour impériale. Il a également publié un édit pour ordonner aux différentes institutions de travailler ensemble à l'enrichissement mutuel des musiques chinoises et étrangères. Cet empereur, qui jouait du tambour jiegu, un instrument de musique des contrées occidentales, peut être considéré comme un promoteur de la fusion des musiques du monde. Une vague de musique populaire a ainsi été soulevée. La splendide musique de cour, les musiciens exotiques et leur grande dextérité, le rythme accompagnant les mouvements gracieux des danseuses. Cet orchestre de 8 personnes, bercé par les pas du chameau, s'en donne à cœur joie. Une scène qui illustre parfaitement notre représentation de la dynastie Tang. Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Pichet de Shuzhou, tasse de vin de Lishi, Li Bei partage avec vous la mort et la vie. Bien récité, Dan Tio. Connaissez-vous le sens du terme licheux?
Je suis vieux et j'ai le vertige, j'ai oublié. Demandez plutôt à Tai Bai. Alors, Tai Bai, J'ai écrit bien trop de poèmes. J'ai oublié. qui ne sait pas que les objets d'orfèvrerie les plus hauts de gamme de la dynastie Tang doivent porter l'inscription Licheux pour se démarquer? Clochettes et tambours, mais délicats, tout cela n'est rien. Seul compte l'ivresse, sans désir de s'en éveiller. Buvons! Hé, Li Tai Bai, quel est cet objet? Il a l'air exceptionnel. Il n'appartient pas à notre époque. Je n'ai jamais vu d'ustensile de vin aussi splendide. Oui, c'est un vrai trésor. Il est en argent doré, ciselé à motifs de tiges enroulées et d'oiseaux volants. Oh, le couvercle ressemble à un lotus, donnant une touche de zen. Mais la tortue en dessous? La tortue est un dieu taoïste, le chef des 4 animaux sacrés. Hé, on dirait que c'est une bougie. Vous avez raison, cet objet sur le dos de la tortue ressemble à une bougie. On l'appelle ainsi bougie de jade portée par une tortue. Bougie de jade? Cela vient du chapitre Explication du ciel de l'Eria. La bougie de jade représente l'harmonie des 4 saisons. Son image évoque le bon temps, la paix et la prospérité. Le bouddhisme et le taoïsme sont combinés. Quelle merveille! Mieux vaut ne pas le dire. Oui, les vraies merveilles sont indicibles. Regardez! Ce sont des baguettes? Non, 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 ce sont des fiches. Exact, oui, exact. Ce sont des fiches pour le jeu à boire. C'est donc un jeu. Je vais essayer. Doté d'une belle monture et vêtu d'une fourrure légère. Boire un verre. Je ne vais pas boire. Oh, vous ne devez pas boire. Tai Bai doit boire. Pourquoi dois-je boire? Il est écrit clairement que celui qui est le mieux vêtu doit boire un verre entier. Continuons, allez. Honnête avec ses amis et fidèle à ses promesses. Boire un verre avec un ami. Chen, buvez un verre avec moi. Non, ce n'est pas juste. Nous sommes tous 3 des amis. Buvons ensemble. Li Tai Bai, dites, les mots inscrits sur ces fiches proviennent tous des entretiens de Confucius. Exactement. Les phrases inscrites sur ces 50 fiches contenues dans ce pot viennent toutes des entretiens. Si Confucius vous demande de boire, pouvez-vous refuser? Chen, Danshu, allez, buvons, ne nous arrêtons pas. Allez, tirez une fiche. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'il vous fît. Posez le verre. Posez le verre, alors personne ne va boire. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'il vous fît. C'est la consigne de Confucius. Vous osez lui désobéir? Mais oui. Ignorez-vous, amis, que le fleuve jaune qui descend des hauteurs célestes coule jusqu'à la mer sans jamais revenir? Ignorez-vous, amis, que nos parents contemplent tristement leurs cheveux dans le miroir, noirs au matin, blancs comme neige le soir?